Aujourd'hui, nous allons voyager dans les recoins les plus sombres et mystérieux de ton enfance, où les personnages que tu pensais connaître cachent des secrets si perturbants qu'ils pourraient changer à jamais la façon dont tu les souviens. D'un chat qui pourrait être en train d'halluciner sa vie parfaite tout en luttant pour survivre, à des héros animés qui n'ont peut-être jamais existé. Ces programmes qui t'ont fait rire te racontent aussi des histoires de traumatisme, de mort et de vérités inconfortables. Numéro 1. Les voitures ont renversé l'humanité. Un monde où les routes sont désertes, les gratte-ciels abandonnés et les échos de l'humanité ont complètement disparu. C'est le scénario que présente le film Cars de Pixar, selon une théorie troublante. Bien qu'à première vue, cela ressemble à une histoire amusante de voitures parlantes, certains fans ont suggéré qu'il s'agissait d'une vision post-apocalyptique où les humains ont été remplacés par leur propre création. Les automobiles. Cette théorie commence par un raisonnement simple. Les voitures n'auraient pas pu exister sans que quelqu'un les crée, ce qui implique que les humains ont un jour fait partie de ce monde. Cependant, dans Cars, il n'y a pas la moindre trace d'eux. Alors, que leur est-il arrivé? C'est ici que la hypothèse entre en jeu. Il est suggéré que les humains ont développé des véhicules si avancés qu'ils sont finalement devenus conscients d'eux-mêmes. Avec le temps, les voitures ont évolué jusqu'à surpasser leurs créateurs, les éliminant, ou les rendant obsolètes. Le directeur créatif Jay Ward, dans une interview, a alimenté cette spéculation en insinuant que dans l'univers de Cars, il y a eu une transition où les voitures ont remplacé l'humanité. L'idée d'un soulèvement des machines est un thème récurrent dans la science-fiction, mais ce qui rend cette théorie si glaçante, c'est son contexte. Un univers joyeux et coloré qui masque un fond sombre. Dans le monde de Cars, il y a des détails qui soutiennent cette théorie. Les infrastructures et technologies humaines sont toujours présentes, adaptées à l'automobile, suggérant une transition récente. Même les voitures montrent le comportement humain, les émotions, les ambitions, et une société complexe. Cet anthropomorphisme pourrait être un vestige de leur lien avec les humains. C'est la possibilité que notre obsession pour la technologie puisse nous mener à un destin similaire. De nos jours, les avancées en intelligence artificielle et en véhicules autonomes. Ils pourraient être les premiers pas vers un monde où les machines ne se contentent pas de nous servir, mais nous surpassent. Bien qu'il soit peu probable que nos voitures conspirent un jour contre nous, cette théorie nous invite à réfléchir sur la relation entre les humains et leur création. Numéro 2. Ed et Eddie. Dans le purgatoire. Dans la série apparemment innocente et chaotique Ed et Eddie, les personnages vivent dans une étrange communauté appelée le couloir. Sans vertu. Cependant, une théorie suggère que cet endroit n'est rien d'autre que le purgatoire et que tous les enfants sont morts, piégés dans un limbe éternel. Un des principaux arguments, c'est l'aspect physique des personnages. Tout le monde a des caractéristiques inhabituelles. Langue bleue ou verdâtre. Teint jaune et orange, et expressions exagérées. Bien que ces caractéristiques puissent être attribuées au style artistique, certains les interprètent comme des signes de corps sans vie. De plus, aucun adulte n'apparaît jamais dans la série, un détail curieux, étant donné que les parents sont fréquemment mentionnés. Une autre particularité de la série est la chronologie déroutante. Tout au long des épisodes, nous voyons des mélanges de technologies de différentes époques. Des machines à écrire, des lecteurs de VHS et des ordinateurs modernes. Cela donne lieu à l'idée que chaque enfant vient d'une période différente de l'histoire, ce qui expliquerait les incohérences. Selon la théorie, ces enfants sont morts à des époques différentes et sont restés piégés dans le purgatoire du couloir sans issue. La personnalité de chaque personnage correspond également à cette interprétation sombre. Eddie, par exemple, est un manipulateur égoïste, obsédé par l'argent, ce qui pourrait refléter les péchés qui l'ont conduit à ce limbe. Ed, le plus naïf, représente la simplicité et l'innocence. Tandis que Double D est l'enfant hyper organisé qui cherche constamment à donner un sens à un monde chaotique. Chacun pourrait être confronté à une version métaphorique de ses péchés ou de ses traumatismes dans la vie. L'allée, l'impasse, la scène principale, semble être un lieu sans échappatoire. Les enfants ne s'aventurent jamais en dehors des limites de leur quartier, renforçant l'idée qu'ils sont piégés. De plus,
Le titre lui-même, Dead End, fait allusion à une situation à laquelle ils ne peuvent échapper. Cette théorie transforme un dessin animé rempli de pitreries enfantines en un récit beaucoup plus sombre. Le mélange d'éléments anachroniques et l'absence de figure parentale suggèrent que les créateurs ont peut-être laissé des indices délibérés pour susciter ce débat. Ou est-ce simplement un cas de fan qui relie trop de points? Quoi qu'il en soit, regarder les décors avec cette théorie en tête transforme complètement l'expérience. Peut-être que la prochaine fois que tu verras Ed se balancer comme un fou ou aider son plan d'escroquerie, tu ne pourras pas t'empêcher de te demander s'il le faut comme partie d'un châtiment éternel. Numéro 3. Le coyote en enfer. Sa poursuite éternelle du Roadrunner a fait partie de notre enfance, nous arrachant des rires à chaque désastre que le coyote affronte. Cependant, une théorie suggère que ce dessin animé est en réalité une représentation de l'enfer personnel du coyote. Un cycle interminable d'échecs et de souffrances. Dans chaque épisode, le coyote conçoit des plans élaborés dans l'espoir de capturer le Roadrunner, mais ceux-ci échouent de manière hilarante et souvent douloureuse. Peu importe combien de fois il tombe d'une falaise, se fait écraser par une pierre ou explose à cause d'un mauvais calcul, il revient toujours, apparemment indemne, mais condamné à répéter sa mission encore et encore. Ce cycle éternel, cela ressemble à la punition du mythe grec de Tantale, condamné à souffrir de faim et de soif éternelle. Pendant ce temps, la nourriture et l'eau restent toujours hors de portée. Pour le coyote, le Roadrunner est l'équivalent du fruit de Tantale, toujours à portée de vue, mais inaccessible. Le coyote est piégé dans une sorte de purgatoire comique, où sa souffrance devient le divertissement du spectateur. Bien que la série soit humoristique, cette théorie ajoute une nuance sombre aux cris et aux chutes du coyote. Dans ce contexte, ces échecs sans fin ne sont pas seulement des gags comiques, mais des rappels du tourment éternel. De plus, cette interprétation offre une nouvelle perspective sur le Roadrunner. Au-delà d'être la victime des plans du coyote, il pourrait représenter la salvation inaccessible. Ou même le bourreau silencieux de ce châtiment éternel. Numéro 4. Brenda. Et les super nanas. Dans l'univers coloré des Powerpuff Girls, Blossom, Bubbles et Buttercup combattent le crime avec courage et capacités extraordinaires. Cependant, une théorie inquiétante suggère que ces héroïnes ne sont pas des individus distincts, mais les personnalités fragmentées d'une fille nommée Brenda, qui développe un trouble dissociatif de l'identité après des années d'abus. Selon cette théorie, Brenda est une fille ordinaire qui a créé ses personnalités comme mécanisme de défense pour faire face à un traumatisme grave. Chaque fille représente un aspect différent de sa psyché. Blossom, la leader stratégique, symbolise la version idéale de Brenda. Intelligente, équilibrée et forte. Bubbles, douce et sensible, reflète l'innocence que Brenda craint de perdre. Buttercup, pour sa part, incarne la colère et la soif de justice que Brenda ressent envers ceux qui lui ont fait du mal. Le principal antagoniste, Mojo Mojo, ne serait rien de plus qu'une manifestation du frère viol de Brenda. Dans ce contexte, le professeur Utonium pourrait représenter la figure paternelle à laquelle Brenda aspire, mais qu'elle n'a pas. Même la mère, toujours en quête d'aide, pourrait symboliser la puissance que Brenda ressent dans sa vie quotidienne. La théorie va encore plus loin en interprétant que toutes les aventures des super nanas se déroulent dans l'esprit de Brenda. Les méchants. Les batailles et les événements extravagants ne sont pas réels, mais des façons pour Brenda d'affronter ses propres peurs et traumatismes. Cette approche psychologique transforme un programme pour enfants en une narration complexe sur l'impact de l'abus sur l'esprit d'un enfant. Ce qui est troublant dans cette interprétation, c'est à quel point elle s'accorde bien avec certains éléments du programme. La dynamique entre les filles, le style visuel exagéré et les méchants caricaturaux. Ils pourraient être considérés comme des reflets de l'esprit fragmenté de Brenda. Bien qu'il soit peu probable que cela ait été l'intention des créateurs, la théorie propose une perspective fascinante et troublante. Alors, la prochaine fois que tu verras Blossom mener ses sœurs dans la lutte contre Mojo Jojo, tu pourrais te demander si tu es en train d'assister à quelque chose de bien plus sombre qu'il n'y paraît. Numéro 5. Les Rugrats, comme les imaginaires d'Angelica. Pour beaucoup, c'est un rappel de l'enfance et des plaisirs innocents.
Cependant, cette théorie transforme la série en une histoire beaucoup plus sombre, où les bébés ne sont pas réels, mais des créations de l'imagination d'Angelica pour faire face à son traumatisme et à sa solitude. Selon cette théorie, chaque bébé a une histoire tragique. Chucky est mort avec sa mère dans un accident, ce qui explique le comportement névrotique de son père. Tommy est né mort, ce qui a poussé son père, STU, à s'obséder à créer des jouets pour un fils qu'il n'a jamais connu. Quant aux jumeaux, Phil et Lil, ils sont le résultat d'une fausse couche, et comme Angelica ne connaissait pas le sexe du bébé, elle les a imaginés comme des jumeaux des deux sexes. Cette théorie dépeint Angelica comme une fille profondément traumatisée, qui crée un monde fictif pour échapper à la réalité. Les bébés dans son imagination ne sont pas seulement des compagnons de jeu, mais aussi des projections de son désir d'avoir une enfance heureuse et normale. À travers eux, Angelica peut explorer ses émotions sans craindre d'être abandonnée. Le ton innocent de la série contraste fortement avec cette théorie, mais certains éléments semblent la soutenir. Par exemple, les adultes dans la série sont souvent distraits ou incapables de s'occuper correctement des enfants. Ce qui pourrait refléter la perception qu'Angelica a des adultes dans sa propre vie. De plus, sa personnalité autoritaire et contrôlante. Ça pourrait être une tentative d'avoir du contrôle dans un monde où elle se sent impuissante. Bien que cette théorie ne soit pas du tout officielle, elle ajoute une couche de profondeur au race moqué qui pourrait complètement changer notre façon de voir la série. Les bébés espiègles ne sont plus simplement adorables. Ce sont des symboles d'un monde émotionnel complexe créé par une petite fille qui cherche à faire face à ses blessures psychologiques. Numéro 6. Ash, de Pokémon, dans le coma. Depuis son lancement, Pokémon a captivé des millions de personnes avec les aventures d'Ash Ketchum. Mais, selon cette théorie, toute l'histoire est le rêve d'un enfant dans le coma. Dans le premier épisode, Ash se fait frapper par une attaque éclair de Pikachu alors qu'il s'échappe d'une bande de Spyro. On suppose que l'impact l'a laissé inconscient. Et tout ce qui se passe ensuite se déroule dans son esprit. L'une des preuves les plus citées est que la SH ne semble jamais vieillir. Tout au long des nombreuses saisons, il reste un garçon de 10 ans, ce qui manque de logique temporelle. De plus, les personnages récurrents tels que l'infirmière Joy et l'officier Jenny apparaissent identiques dans chaque ville, ce qui pourrait être une représentation déformée de la réalité dans leurs rêves. La théorie explique également la structure répétitive des épisodes. Ash n'atteint jamais son objectif de devenir le champion Pokémon, car son esprit ne peut pas traiter une fin. Chaque défaite et chaque nouveau départ représentent votre subconscient, qui lutte pour s'éveiller, mais qui est piégé dans un cycle sans fin. Cette interprétation ajoute non seulement un ton mélancolique aux aventures d'Ash, mais offre également une perspective intrigante sur sa détermination. Si tout cela n'est qu'un rêve, alors sa quête pour être le meilleur pourrait symboliser sa lutte pour survivre et sortir du coma. Les Pokémon qu'il capture et entraîne pourraient être des projections d'aspects de lui-même qu'il essaie de maîtriser. Bien qu'il n'existe aucune preuve officielle pour étayer cette théorie, elle soulève des questions fascinantes sur la narration des Pokémon. La prochaine fois que tu verras Ash se lancer dans une nouvelle aventure, tu pourrais te demander s'il lutte contre quelque chose de bien plus grand que la Team Rocket. Numéro 7. Peter Pan comme l'ange de la mort. Le magique et aventurier Peter Pan a été, pendant des générations, le symbole de la jeunesse éternelle. Cependant, cette théorie suggère que Peter Pan n'est pas un simple enfant insouciant, mais un ange de la mort chargé de guider les enfants décédés vers l'au-delà, représenté par Neverland. Cette idée trouve un écho dans plusieurs aspects de l'histoire. À Neverland, les enfants perdus ne grandissent jamais, ce qui pourrait être interprété comme un signe qu'ils sont déjà morts. La possibilité de vieillir est une caractéristique commune dans les représentations de l'au-delà, où le temps cesse d'avoir un sens. Selon cette théorie, Peter Pan rencontre des enfants qui sont décédés et les emmène à Neverland, où ils peuvent profiter d'une existence éternelle, sans souci. La connexion se renforce en examinant la vie de l'auteur. J.M. Barry. Barry a perdu son frère cadet, David, dans un tragique accident alors qu'il n'avait que 13 ans. Cette perte a profondément marqué Barry et sa mère, qui se sont consolés avec l'idée que David ne grandirait jamais, restant pour toujours un enfant dans leur mémoire.
Ce concept semble avoir influencé la création de Peter Pan, un personnage qui incarne l'immortalité et la jeunesse éternelle. De plus, le nom Pan n'est pas anodin. Dans la mythologie grecque, Pan est un dieu lié à la nature, à la malice et, dans certains contextes, à la mort. Ce contexte ajoute une couche de symbolisme à Peter Pan, qui, selon cette théorie, ne serait pas seulement un enfant espiègle, mais une figure avec un but beaucoup plus transcendant. Regarder Peter Pan sous cet angle change complètement la perspective de l'histoire. Ce qui était autrefois un fantasme d'aventure et de plaisir se transforme en une réflexion sur la perte et la mort. Bien que la théorie ne soit pas confirmée, elle ajoute une profondeur émotionnelle qui résonne avec ceux qui ont vécu la perte de proches. Numéro 8. Garfield, mourant de faim. La vie du chat semble être pleine de confort, de blagues sarcastiques et, bien sûr, de lasagne. Cependant, une série de bandes dessinées publiées en octobre 1998 offre un tournant sombre à cette narration, suggérant que tout ce que nous savons sur Garfield pourrait être une hallucination désespérée d'un chat errant qui meurt de faim. Dans ces bandes dessinées spéciales, Garfield se réveille dans une maison vidée, abandonnée. Alors qu'elle explore son environnement, elle se rend compte que John, elle, déteste tout ce qu'il connaissait. Ce ne sont que des fantasmes créés par son esprit pour échapper à la dure réalité. Ce scénario troublant a donné lieu à des théories selon lesquelles Garfield, en réalité, est un chat errant qui hallucine sur une vie idéale tout en luttant pour survivre. Certains fans ont interprété ce changement dans la narration comme une métaphore de la solitude et de la faim. L'obsession de Garfield pour la nourriture, en particulier la lasagne, prend un nouveau sens sous cette perspective. Ce n'est pas seulement une blague récurrente, mais un reflet de son désir désespéré de subsistance. Même son attitude sarcastique pourrait être perçue comme un mécanisme de défense contre la réalité. Le créateur de Garfield, Jim Davis, a affirmé que ces bandes dessinées d'Halloween étaient conçues pour effrayer et déstabiliser les lecteurs, sans intention de changer l'essence du personnage. Cependant, l'interprétation la plus sombre a persisté, de nombreux fans voyant dans ces bandes dessinées un portrait mélancolique de la lutte pour survivre. Numéro 9. Scooby-Doo, pendant la Grande Dépression. Pour beaucoup, c'est synonyme de plaisir et de mystère. Mais, selon cette théorie, la série se déroule dans le contexte d'une dépression économique mondiale, ce qui explique les décors désolés et les méchants aux capacités étonnantes qui se tournent vers le crime. La plupart des endroits visités par le gang sont des ruines, des usines abandonnées, des manoirs délabrés et des parcs d'attractions déserts. Cela suggère un effondrement économique qui a laissé de nombreuses propriétés vides et sans entretien. De plus, les méchants sont souvent des individus talentueux qui, dans des circonstances normales, auraient pu connaître le succès, comme des inventeurs, des scientifiques, ou d'anciennes célébrités. La théorie avance que ces personnages ont eu recours au crime comme dernier recours pour survivre. Un autre détail qui soutient cette idée est la nature nomade de la bande. Ils vivent dans leur camionnette iconique, la machine à mystère, sans domicile fixe ni destination claire. Cela pourrait refléter le mode de vie errant que beaucoup de gens ont adopté pendant les périodes de crise économique, cherchant du travail ou simplement fuyant la misère. Même les comportements de Scooby et Shaggy ont été analysés sous cette théorie. Sa constante faim pourrait être une référence au manque de ressources, tandis que son attitude décontractée. On pourrait l'interpréter comme une échappatoire à la dure réalité. Numéro 10. Calamardo et les creepypastas. Le grincheux, voisin de Bob l'éponge, a toujours été une source de comédie et de frustration pour Bob l'éponge. Tant à lui carrer. Cependant, une creepypasta née dans les recoins sombres d'Internet suggère une théorie troublante. Un épisode perdu montre Calamardo en train de se suicider. Bien que cela puisse sembler être une simple rumeur, un épisode officiel de la série fait référence directement à cette théorie, laissant les fans perplexes. La creepypasta, connue sous le nom de Le Suicide de Calamardo, a commencé comme une histoire fictive qui a circulé sur des forums comme 4chan et Reddit. Dans celle-ci, on décrit un épisode perdu où Calamardo, accablé par le rejet de sa musique, prend une décision tragique. Les images troublantes, comme des yeux rouges brillants sur un fond sombre, ont transformé ce récit en une légende parmi les fans d'horreur.
Ce qui a fait de cette histoire un sujet de débat, c'est un épisode officiel de Bob l'éponge, dans lequel les animateurs ont inclus une brève scène où Calamardo ouvre une porte et se retrouve face à des versions alternatives de lui-même. Une de ces versions, à la surprise de beaucoup, semblait correspondre à la description du même du suicide. Bien que la scène ait été brève, elle a ravivé les théories et laissé les spectateurs perplexes. Pourquoi les créateurs ont-ils décidé d'inclure une référence aussi sombre dans un programme pour enfants? Cet épisode soulève des questions sur les limites de ce qui est approprié dans une émission destinée aux enfants. Certains y voient un clin d'œil créatif à la culture Internet, tandis que d'autres pensent que cela a franchi une ligne en abordant un sujet aussi troublant. Quoi qu'il en soit, cette référence a fait de Calamardo l'un des personnages les plus discutés de la série. Numéro 11. Toy Story 3 et l'Holocauste. C'est l'un des films les plus émouvants de Pixar, mais une théorie suggère que son intrigue est une allégorie de l'Holocauste. Bien que cela puisse sembler farfelu, les parallèles entre les événements du film et ce chapitre tragique de l'histoire humaine sont troublants. La théorie commence avec le discours de Woody au début du film, où il encourage les jouets à s'unir et à affronter un nouveau destin. Certains interprètent ce moment comme un reflet des discours de survie dans des situations d'extrême adversité. Plus tard, les jouets décident de se cacher dans le grenier, ce qui rappelle les réfugiés juifs pendant l'occupation nazie. Lorsque les jouets sont envoyés par erreur à la garderie Sunéside, celle-ci devient un lieu de souffrance, pas très différent des camps de concentration. Bien que la garderie semble être un refuge sûr, les jouets découvrent rapidement que c'est un endroit où ils sont négligés et maltraités. Les petits-enfants qui jouent avec eux pourraient représenter les conditions inhumaines des camps, où les gens sont traités comme des objets jetables. Le personnage de Loco l'ours en peluche tyrannique incarne le leader totalitaire qui manipule et trahit les autres pour maintenir son pouvoir. Sa cruauté et la structure hiérarchique qu'il établit à Sunéside reflètent la dynamique d'un régime oppressif. La scène culminante dans l'incinérateur, où les jouets acceptent leur destin en se tenant la main, évoque les derniers moments de ceux qui ont péri dans les chambres à gaz. Numéro 12. Monsieur Crabbe a sauvé Pearl. Dans le monde de Bob l'éponge, peu de mystères sont aussi discutés que la relation entre Monsieur Crabbe et sa fille Pearl. Comment est-il possible qu'un crabe ait une fille baleine? Une théorie populaire suggère que Pearl n'est pas sa fille biologique, mais une enfant orpheline que Monsieur Crabbe a sauvée après que sa mère ait été mariée par des humains. Selon cette théorie, Monsieur Crabbe aurait trouvé Pearl seule et vulnérable après une attaque de chasseurs qui a mis fin à la vie de sa mère. Ému par sa situation, il a décidé de l'adopter et de l'élever comme s'il s'agissait de sa propre fille. Cette histoire expliquerait l'amour profond que Monsieur Crabbe ressent pour Pearl, ainsi que sa volonté de dépenser de grosses sommes d'argent pour la rendre heureuse, quelque chose d'inhabituel chez lui, connu pour son avarice. La peur constante de Monsieur Crabbe des hameçons pourrait être liée au traumatisme d'avoir été témoin de la tragédie qui a laissé Pearl orpheline. Ce détail ajoute un arrière-plan émotionnel à son personnage, montrant que sous son extérieur avare, il y a un cœur plein de compassion. La théorie aide également à justifier les différences entre Monsieur Crabbe et Pearl. Tandis qu'il est petit, avare et obsédé par l'argent, elle est grande, extravertie et adore s'amuser. Ces différences ne sont pas seulement génétiques, mais pourraient refléter les adaptations de Monsieur Crabbe pour s'occuper de quelqu'un d'aussi différent de lui. Bien que Bob l'éponge n'aborde jamais directement l'origine de Pearl, cette théorie offre un récit émouvant qui met en évidence le sacrifice et l'amour paternel de Monsieur Crabbe. La prochaine fois que tu verras Pearl exiger un cadeau coûteux, tu pourrais imaginer le passé tragique qui a uni ce couple improbable. Numéro 13. Les Schtroumpfs comme métaphore totalitaire. À première vue, les Schtroumpfs semblent être un dessin animé innocent sur de petites créatures bleues vivant dans une communauté harmonieuse. C'est Tonda. Cette théorie suggère que derrière cette façade idyllique se cache une allégorie d'une dictature totalitaire, avec des nuances de racisme et d'antisémitisme. La structure sociale des Schtroumpfs est le premier indice. Tous les Schtroumpfs vivent sous le leadership absolu de Papa Schtroumpf, qui prend toutes les décisions importantes et maintient le village en fonctionnement comme une unité collective. Dans cette communauté, l'individualisme n'existe pas. Et tous les Schtroumpfs ont un rôle assigné strictement par leur nom.
schtroumpf, grincheux, schtroumpf, farceur, etc. Ce manque d'autonomie et la dévotion aveugle à leur leader ont été comparés au modèle d'une dictature communiste. L'antagoniste de la série, Gargamel, a également fait l'objet de controverses. Avec son nez proéminent, son obsession pour l'or et son comportement cupide, certains critiques le voient comme une caricature antisémite. Cela perpétue les stéréotypes néfastes associés à l'antisémitisme historique. La relation entre Gargamel et les Schtroumpfs, ce dernier groupe représentant une utopie communautaire, renforce l'idée d'un récit sous-jacent avec des implications politiques et raciales. De plus, dans un épisode particulièrement troublant, les Schtroumpfs sont affectés par une mouche qui les rend agressifs et leur change la peau en noir, leur enlevant aussi la capacité de parler. Cet épisode a été interprété comme une représentation d'attitudes colonialistes où ceux qui sont différents, dans ce cas, les Schtroumpfs noirs, sont montrés comme dangereux et dépourvus d'humanité. Bien que ces interprétations soient spéculatives, elles soulèvent des questions intéressantes sur les intentions derrière les éléments narratifs et visuels des Schtroumpfs. Ce qui semblait être un simple dessin animé pour enfants peut maintenant être vu comme une allégorie politique chargée de significations historiques et sociales. Numéro 14. Blanche-Neige et l'addiction à la cocaïne. C'est un conte classique qui a ravi des générations, mais une théorie suggère que cette histoire est une allégorie de l'abus de cocaïne et de ses effets sur la vie d'une personne. Bien que cette interprétation puisse sembler exagérée, les détails dans la narration soutiennent la connexion. Le nom Blanche-Neige en lui-même a été associé à la cocaïne, connue familièrement sous le nom de neige, à cause de sa couleur blanche. De plus, les 7 nains semblent représenter différents états émotionnels et physiques que quelqu'un peut éprouver sous l'effet de la drogue pure. De plus, les 7 nains semblent représenter différents états émotionnels et physiques qu'une personne éprouve sous l'influence de la drogue. Heureux pourrait symboliser l'euphorie initiale, la mauvaise humeur, les sautes d'humeur, somnolence, épuisement après l'effet, éternuement. Symptômes physiques liés à l'utilisation, hydropésie, désorientation et lenteur mentale. L'intrigue de l'histoire pourrait également être considérée comme un avertissement contre la toxicomanie. Blanche-Neige, tentée par la méchante reine, consomme la pomme empoisonnée et tombe dans un profond sommeil, ce qui pourrait être interprété comme une overdose. Les nains essaient de l'aider, mais ils ne peuvent pas reverser les effets. Cela reflète l'impuissance de ceux qui entourent une personne piégée par l'addiction. Même l'obsession de la reine pour sa jeunesse et sa beauté peut être vue comme une métaphore des effets destructeurs de la vanité et de l'insécurité, des facteurs qui poussent souvent les gens à consommer des drogues à la recherche d'une fausse perfection. Bien que cette théorie ne soit pas officiellement soutenue, elle transforme un conte de fées en une histoire d'avertissement, offrant une perspective plus adulte et sombre d'une narration que nous avions l'habitude de considérer comme magique. Numéro 15. Winnie l'ourson et les troubles psychologiques. C'est une série aimée pour ses personnages attachants et ses leçons sur l'amitié. Cependant, une théorie suggère que chaque personnage représente un trouble psychologique spécifique, transformant la forêt des 100 acres en une métaphore de la santé mentale. Winnie l'ourson, le protagoniste, souffre peut-être d'un trouble alimentaire compulsif, qui se reflète dans son obsession pour le miel. Son incapacité à contrôler ses impulsions et sa tendance à chercher du réconfort dans la nourriture font de lui un exemple clair de ce trouble. Porcinet, avec son inquiétude et sa nervosité constante, incarne le trouble d'anxiété généralisée, tandis qu'Ejor, l'âne éternellement mélancolique, représente la dépression dysthynique. Tigrou, le tigre énergique. Il présente tous les signes du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TA, avec son impulsivité et son manque de maîtrise de soi. Lapin, obsédé par l'ordre et le contrôle, pourrait avoir un trouble de la personnalité narcissique, caractérisé par son besoin d'imposer ses opinions et d'être le centre de l'attention. Même Christophe Robin, le seul humain du groupe, pourrait symboliser un enfant qui essaie de donner un sens à son environnement émotionnel, en créant des amis imaginaires qui reflètent leur propre lutte. La théorie ne cherche pas à banaliser les problèmes de santé mentale, mais plutôt à souligner comment ces personnages pourraient être une représentation accessible et symbolique des expériences humaines. Ce qui semblait auparavant être un monde magique, rempli d'aventures,
peut maintenant être vu comme un espace où l'on explore les défis émotionnels d'une manière ludique.